Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de l'invitation parce que ça me fait drôle d'entendre dire que vous avez de la chance que je sois là. En revanche, j'ai aussi une grande chance d'être là et d'avoir ce contact avec vous et les échanges que nous allons avoir ensemble. Donc, une parole un peu formelle au début parce que alors il y a la loi Labbé dont on va parler. Derrière la loi Labbé, il y a toute une histoire. Jamais j'aurais pensé tout ça. Jamais d'ailleurs, lorsque j'avais votre âge, je m'adresse aux plus jeunes, j'aurais pensé devenir sénateur un jour. Et en fait, je le suis devenu. Petit message pour la jeune génération. Un jour ou l'autre, aux uns d'entre vous, ça pourrait vous arriver, parce que quand on s'engage petitement, des fois, l'histoire peut faire qu'on ne s'en sort pas. Voilà. Donc j'ai 67 ans, donc je suis né en 1952. Je suis breton du sud Morbihan et j'ai grandi dans une petite ferme. Mes parents étaient paysans. On ne le disait pas comme ça à l'époque, mais c'était de la polyculture élevage tout naturellement. Tout était bio parce qu'on ne savait pas faire autrement. Et il y a eu beaucoup de progrès depuis, et heureusement, parce que c'était extrêmement dur comme travail, peu de rendement, peu de tout ça. Il y a eu plein d'évolutions positives, mais à côté de ça, il y a eu aussi de l'évolution qui n'a pas été que positive, et on en paie le prix fort aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir maintenant, la fameuse transition, comment on va la faire, l'aborder, la réussir. Pour cela, il y a les formations, et se retrouver dans un établissement de formation pour parler de ces choses-là, je le redis, ça me plaît beaucoup, beaucoup d'être là. Alors, le côté hasard, lorsque j'ai eu 25 ans, dans ma commune, parce que c'était ma commune de naissance, j'ai été candidat aux élections municipales parce je jouais au football, j'étais connu, et on m'avait dit, ça serait bien que tu viennes dans l'équipe. Alors je suis allé dans l'équipe un peu à reculons, j'avais autre chose à penser, et puis je me suis pris au jeu, j'ai été élu adjoint à la jeunesse, à l'environnement, la culture, le sport, toutes ces choses-là, et j'ai fait 3 mandats d'adjoint, donc de 1977 à 1995. Au fil du temps, alors d'abord j'étais écologiste dans l'âme, j'ai grandi dans la nature et j'étais imprégné de cela. On en parlait tout à l'heure, il y a un monsieur qui s'appelle René Dumont. On dit que c'est le père de l'écologie moderne, qui a été le premier candidat écologiste aux élections présidentielles. C'était en 1974. Et c'est la première fois où j'ai voté. Et je me suis intéressé à ce qu'il disait. Je me suis dit, c'est celui-là qui a raison. Donc je me suis accroché à l'écologie et je ne m'en suis pas sorti depuis. Donc j'étais adjoint au maire et je m'occupais à la fois de l'environnement, mais de tas d'autres choses. Et dans une équipe pluripolitique, ce qui était très bien d'ailleurs. Il y avait toutes les tendances qui étaient là-dedans. Mais au fil du temps, mon côté écologiste mes convictions devenaient de plus en plus fortes, et avec le dernier maire avec lequel j'étais adjoint, ça a coincé à un moment, et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, voilà. Au moment où est arrivé Rio 92, le premier sommet de Rio, où les chefs d'État se sont réunis pour tirer les sonnettes d'alarme et dire qu'il fallait absolument prendre des mesures pour faire évoluer les pratiques, le modèle, pour qu'on puisse sauver la planète. C'était 1992. Et c'est à cette époque-là où ils ont imaginé l'idée d'un agenda 21 local. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. C'était Rio 1992. Alors, moi, je me dis, là, suite à ça, ça m'intéresse. Je ne peux pas continuer, donc je vais arrêter la politique, parce que c'était quand même de la politique, parce que j'étais élu. Mais avant, comme j'ai des convictions, je vais essayer de monter une liste pour 95. Alors, c'était pas gagné du tout d'avance. Je suis tête de liste et contre toute attente, je suis élu avec mon équipe. Et là, d'abord, il fallait pas brusquer les choses, démontrer qu'on avait la capacité de gérer. Mais j'étais adjoint. J'ai appris à la fois, mais je savais ce que c'était quand même la gestion municipale. Et ceux qui m'avaient donné 6 mois, et puis qu'après on aurait vidé les caisses, on serait parti. On a géré rigoureusement. Et c'est après où des idées plus avancées, on les a mises sur la table. Et j'ai proposé à mon équipe d'intégrer un agenda 21 local. Alors le fameux, depuis 92, c'est là où il y a eu l'expression « penser globale pour agir local ».
Donc là, ça a été tout un travail de sensibilisation pour entrer dans la démarche Agenda 21 locale. On a été la première commune de Bretagne à s'y engager. Alors certains me disaient, tu vas trop vite, il faudra attendre les autres et tout. Mon point de vue, c'est qu'on n'avait pas le temps d'attendre. Mon conseil municipal s'est d'ailleurs fissuré suite à ça, parce qu'il y a ceux qui disaient, non, on ne peut pas aller sur ces sujets-là. Donc l'Agenda 21 local, toutes les décisions que l'on a à prendre dans la municipalité, on les met sous le prisme de la réflexion développement durable. Est-ce que les décisions qu'on prend, est-ce qu'elles rentrent dans le développement durable? Et on s'oblige aussi, c'est pour ça que l'Agenda 21 local, je le défends encore, parce qu'il reste toujours d'actualité, on s'oblige à travailler avec la population, via des comités consultatifs dans lesquels il y a des citoyennes et des citoyens qui entrent. Et j'ai trouvé, à partir de ce moment-là, exceptionnelle la manière de travailler dans une mairie. Alors beaucoup plus compliqué, parce que c'est pas que le conseil municipal qui décide, il faut discuter avec les citoyens, mais par contre pour avancer collectivement avec les citoyens, c'est une méthode assez extraordinaire. Et la première des grandes décisions qu'on a prises dans l'Agenda 21, collectivement, ça a été de se dire les produits pesticides phytosanitaires sont dangereux et pour la santé, pour l'environnement. On doit pouvoir s'en passer sur la commune. Alors je travaillais avec le bassin versant du grand bassin de Loos. Les bassins versants, il y en a partout. Donc ils menaient des travaux déjà avancés, mais il fallait y aller progressivement. Et chez nous, on dit le côté progressif, on va l'accélérer, on va le faire très rapidement. Et dès 2007, on était à 0 phyto sur l'ensemble des espaces de la collectivité. Ce sujet, si je l'avais soumis à référendum, jamais ça passait. Alors on va dire, t'es pas démocrate là, parce que normalement c'est une majorité. En fait, on avait été élu par la population, et parce que je prône aussi l'audace politique, une audace politique qui n'est pas pour le plaisir de bouger, mais pour faire avancer les choses. Et donc 2007, 0 phyto sur tous les espaces de la commune. Donc première commune de Bretagne à être au 0,0. Voilà. Ensuite, un écoquartier. Tout étant lié, un écoquartier extrêmement exigeant sur les aspects développement durable, avec à l'intérieur, par exemple, la voiture n'entre pas dans le quartier, c'est 130 logements, ce ne sont que des venelles piétonnes à l'intérieur, les parkings à l'extérieur. Alors autant de choses, là encore, si je l'avais soumis à référendum, ça passait pas. Donc on l'a commencé en 2008, il est terminé maintenant, mais autant de choses qui ne passaient pas, mais parce que j'avais l'Agenda 21 et une partie de plus en plus importante de la population qui adhérait à ces idées-là, qui finalement devenait défenseur de la mairie. Voilà. Par contre, lorsqu'on a des politiques avancées, on donne des arguments à ceux qui ne sont pas favorables à la mairie. Et là, on en a entendu sur le fait que tout était laissé à l'abandon, mal entretenu, forcément. Donc ça avait été compliqué. Donc j'avais vécu tout cela, y compris avec mes employés communaux, donc les jardiniers municipaux, certains qui avaient complètement adhéré et d'autres qui étaient dans l'autre culture de toutes les allées bien traitées pour qu'elles soient bien propres. Et quand les gens venaient leur dire mais vous faites pas bien votre boulot, c'est dégueulasse, il y en a qui expliquaient et d'autres qui le prenaient en pleine figure. J'ai aussi compris ça, qu'il fallait faire de la pédagogie auprès des agents pour qu'ils puissent aussi défendre la politique qu'ils menaient ou le travail qu'ils menaient par rapport à la population. Donc tout ça, ça n'a pas été simple. Un détail, le cimetière, 2009, un été pourri, pluvieux. Je rentre de vacances et il y a eu un décès. Ma DGS me dit, Joël, il faut que tu reçoives une famille lundi. Alors, je vais dans le cimetière, je me dis, je comprends tout. Alors évidemment, l'été et le personnel en congé, donc ça, les plantes avaient gagné sur le reste. Et là, j'ai vu l'importance, je le savais, mais les risques que j'avais pris là dans le cimetière, j'avais passé la ligne, c'est-à-dire que j'avais pas fait gaffe. Et là, cette famille très 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 touchée, le deuil, qui me dit mais Joël, tu respectes même plus les morts. Et j'avais été extrêmement touché. Ça va expliquer la suite. Donc voilà. Ces politiques-là qu'on met en place, c'est mon 3e mandat, je suis élu pour un 3e mandat. Et là encore, je sens que du point de vue communal, il y a des choses à faire bouger plus haut. Et je prends le risque en 2011 d'être candidat sur une liste pour les sénatoriales. Et là encore, contre toute attente, je suis élu.
Mais j'avais pris le risque que j'étais candidat. Je m'étais un petit peu préparé, mais en disant, bon, il y a quand même un peu de chance. Et arrivant au Sénat, ne connaissant pas le monde politique à ce niveau-là du tout, j'avais pas fait Sciences Po, donc je connaissais la politique locale, mais pas plus haut. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à y faire quelque chose, mais je sais pas trop comment. Il y a les codes, il y a les manières de parler, il y a le côté juridique, tout ça à connaître. Donc pendant tout un temps, j'ai appris en immersion et en accéléré comment pouvaient fonctionner les choses, et toujours avec en tête me dire je ne vais pas rester les mains dans les poches, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Et lorsque, quelques mois après que je sois élu, se met en place une mission d'information. Les missions d'information, ce sont des outils extraordinaires que l'on a à disposition, les sénateurs et les députés. Je crois que c'est beaucoup plus utilisé au Sénat parce qu'on a plus le temps, on est moins sous les feux de l'actualité. Voilà. Donc on utilise beaucoup les missions d'information. J'en parle parce que c'est capital. Donc j'intègre cette mission d'information. On est 27 élus de tous bords politiques et pendant 6 mois, on auditionne tous les acteurs du sujet. Et cette mission d'information, c'était les pesticides et leur impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Donc, alors j'étais dans le groupe écologiste, je représente le groupe écologiste et je suis vice-président de cette mission. Donc, on voit les fabricants de pesticides, les détaillants de pesticides, les agriculteurs qui utilisent les pesticides, ceux qui ne les utilisent pas, ceux qui en sont malades, ceux qui les soignent ou qui constatent, cancérologues, généticiens, on apprend, et tous, de tous bords politiques, on apprend les mêmes choses, et à savoir, alors le mot n'est pas juste, mais moi je suis conforté dans mes convictions, à savoir il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser faire les choses comme ça. Et c'était sur la santé et sur l'environnement, on a eu tellement sur la santé qu'on n'a pu qu'avoir une petite approche sur l'environnement. Notamment tout ce qui est biodiversité. Je m'étais intéressé à la santé des abeilles et des pollinisateurs. Donc là, c'est absolument mortel. On s'en rend compte maintenant, il y a eu des études depuis. Donc autant de motivations qui font qu'il fallait faire quelque chose. Sorti de cette mission, alors les missions, il y a un rapport qui est écrit, c'est un rapport de plusieurs centaines de pages, où on fait un retour de toutes les auditions qu'on a faites et une analyse et puis des recommandations. Et il y a une recommandation que j'avais soumise et qui avait été retenue, c'est au plus vite essayer de sortir des pesticides non agricoles. Et donc j'ai pris cette décision de m'intéresser aux pesticides non agricoles. Alors c'était de la stratégie parce que ce sont les mêmes molécules qui sont utilisées en agriculture, mais je me disais si on y va sur le terrain agricole, on n'aura jamais de majorité. Et donc je me laisse l'agricole de côté. Et le non agricole, c'était les communes et c'était les jardins domestiques. Alors, on me dit, quand j'annonce ça, on me dit « Joël, t'es un peu utopiste parce qu'entre les lobbies, l'Europe et tout ça, tu peux travailler dessus, mais jamais tu pourras faire passer. » Donc, j'ai travaillé d'arrache-pied et je vous ai dit que la mission, elle était pluripolitique. Et à force de travailler ensemble pendant 6 mois, qu'on soit de gauche ou de droite ou écolo ou moins écolo, on finit par avoir de bonnes relations humaines. Et moi, l'humain dans tout ça, il est essentiel et il permet de faire tomber les barrières politiques. Du coup, j'ai discuté un petit peu avec tout le monde. Et on a fini au Sénat par trouver une majorité pour faire en sorte, à une toute petite loi, à 2 articles. Article 1, interdiction sur tous les espaces publics des communes. Article 2, interdiction dans les jardins domestiques. Les délais d'application avaient été extrêmement négociés et initialement c'était 2021 et 2023. 2021 pour les communes, 2023 pour les jardins. Moi j'avais proposé 2018 pour tout, je me disais on passe à côté et au final je me dis bon il faut que la loi soit votée et puis après elle sera, les délais d'application seront mis en route, donc les communes comme les jardiniers vont devoir s'y mettre. Arrive Ségolène Royal à son ministère et je discute avec elle sur les délais d'application et elle me dit mais les délais sont trop longs pour les communes. Je suis d'accord avec vous, mais si vous pouvez quelque chose, moi, j'y peux rien. Et elle dit, je vais voir. Et 8 jours après, son cabinet me fait savoir, la ministre, dans le cadre de la loi transition énergétique, va proposer 2017 pour les communes.
Et donc pour moi, c'était fantastique avec le soutien de la ministre. Et donc ça passe, mais par le biais d'un amendement. Alors ça c'est de la technique politique. L'amendement permet de modifier la loi. Et j'avais pas oublié qu'on avait négocié 2 ans après pour les jardins. Et je fais passer un amendement. Alors c'était 2017 pour les communes. Et je dis 2 ans après, c'est 2019 pour les jardins domestiques. Donc ça a été voté comme ça. Les dates ont été modifiées et ça a été voté et appliqué maintenant. 2017, 1er janvier pour les communes, 2019 pour les jardins domestiques. Personnellement, je comptais bien y arriver parce que d'abord je le savais, je l'avais appliqué sur les communes, sur ma commune, et il y avait une dizaine de pourcents des communes qui étaient en démarche sur l'ensemble du territoire, des villes ou des communes plus petites. Je me dis, l'expérimentation est déjà faite, et en plus je sais de quoi je parle parce que je l'ai faite sur ma commune. Et pour les jardins, donc j'avais travaillé avec des associations comme Jardiniers de France, Jardiniers au naturel, Incroyable comestible, mais aussi avec les maraîchers bio pour les productions de légumes, de fruits et légumes, qui a la possibilité aussi de se passer de pesticides, parce qu'évidemment, pour faire passer une loi, il faut qu'on démontre que c'est possible et qu'elle soit applicable. Un point sur les cimetières que j'ai évoqué tout à l'heure. Parmi ceux qui étaient contre le fait de voter cette loi, vous vous rendez pas compte, les cimetières, ça va être abominable auprès de notre population et tout. Et là, me revenait ce que j'avais vécu moi-même, et je leur ai dit, écoutez, s'il n'y a plus que les cimetières, on laisse les cimetières de côté. On sort les cimetières du champ d'application. Donc c'était un point. Et le second point, les terrains de sport. Alors, schématiquement, le foot dans le nord, le rugby dans le sud. Si la pelouse n'est pas en super état, c'est la faute de la mairie. Et là, c'est aussi un sujet très sensible. Là encore, j'avais vu qu'on avait laissé les cimetières et que ça pouvait avancer comme ça. Les terrains de sport, je me dis, quand il n'y aura plus que ça, on laisse les terrains de sport. Et la loi a donc été votée et appliquée. Par rapport aux questions qui se sont posées, donc les difficultés, je vous les ai expliquées. Sur quoi je me suis appuyé? Alors, s'il y a eu les communes qui avaient déjà démontré, dans le domaine des professionnels, il y a déjà des organisations qui étaient dans cette logique-là, de faire en sorte qu'on peut trouver des alternatives qui soient viables par rapport aux pesticides, toujours avec en arrière-pensée, c'est extrêmement mauvais pour la santé humaine. Et extrêmement mauvais pour la biodiversité. C'est pas pour le plaisir de déranger, parce que ça complique les choses. Ce qui s'est passé quelque part, mais là on en parlera tout à l'heure avec les professionnels, une forme de révolution culturelle dans l'aménagement urbain, puisque le végétal qui réentre dans la ville, et le végétal, pas dans les petits carrés, mais qui se réapproprie la ville, le métier de jardinier, de jardinier municipal, qui est bouleversé également, mais qui revient au véritable métier de jardinier, et le paysagiste qui retrouve complètement son rôle. Comment faire en sorte qu'on puisse intégrer la végétation en ville, mais derrière la végétation en ville, c'est la nature en ville, c'est la biodiversité en ville. Autant de sujets qui ont dépassé ce que j'avais pu imaginer. On parlera tout à l'heure les professionnels, l'exemple de paysagistes qui végétalisent la ville, ce que donne la ville ensuite. Et en plus, sur les effets du réchauffement climatique, le fait du végétal rafraîchit la ville. Donc c'est bon de tous les côtés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on avance encore? Donc, il y a ce qui a été laissé de côté. On a vu que les cimetières, c'est interdit, mais beaucoup de communes, énormément de communes n'utilisent plus non plus les pesticides dans les cimetières. Alors, elles font comme elles peuvent, mais pour beaucoup, il y a un mouvement de végétalisation des cimetières. Ça, c'est une révolution culturelle en quelques années qui est en train de se faire, à savoir, on retrouve les fleurs dans les cimetières, la végétalisation du cimetière, et on passe d'un cimetière qui était
est extrêmement minéral dans la culture de notre pays, un cimetière qui est de plus en plus végétalisé. Il y a un exemple, c'est le cimetière des Gonards à Versailles. D'ailleurs, je m'étais beaucoup appuyé sur la ville de Versailles parce qu'ils étaient assez exemplaires. Il y a quelqu'un qui s'appelle Cathy Bias-Morin qui est la responsable, c'est une ingénieure qui est responsable des espaces verts et qui démontre depuis longtemps que sur Versailles, ils sont à zéro phyto, mais à coût constant. Enfin, et cela, elle l'explique. Et le cimetière des Gonards, qui vaut le coup de la visite, il est extrêmement vert. Il y a des plantes médicinales, il y a des ruches, tout y est. Et l'expression de Cathy Bias-Morin, c'est de dire wow, on a juste remis un peu de vie dans le cimetière. Et je trouve ça juste fabuleux que de le dire. Et donc la biodiversité revient aussi dans les cimetières. Elle revient aussi en ville. Alors depuis l'application de la loi, il y a eu quelques études et inventaires qui ont été menés. On a reçu, donc, on ne savait même pas que ces études étaient menées. Ils sont venus nous les présenter. Alors, l'école de paysage de Blois, vous connaissez ici, je suppose. En tout cas, ils ont mené des études spécifiques sur les villes sans pesticides et ils ont pu répertorier sur les trottoirs 307 espèces végétales qui se développent spontanément, ce qui représente presque 1/5 du nombre d'espèces totales de la région Centre-Val de Loire. C'est dire si donc les pesticides c'est absolument radical, donc les plantes ne peuvent plus de toute façon se développer, mais aussi derrière le vivant également, les insectes et toute la microfaune. Donc ce qui s'est passé également, c'est que excusez-moi, là, j'ai un petit peu perdu le fil. Parmi les autres études, il y a une étude qui a été menée par l'enseigne Botanique. Alors, Botanique, je ne crois pas qu'ils sont ici, c'est beaucoup sur le sud-est de la France, il y en a sur Paris. C'est une jardinerie qui, depuis 2008, a banni les pesticides de ses rayons. Et alors, je me suis aussi appuyé sur le réseau Botanique, parce que beaucoup des jardineries disaient ça va être catastrophique pour notre économie. Mais en fait, il y avait Botanique qui disait nous, on s'en passe et on en vit très bien. Et au contraire, ils avaient un mouvement de récupération des pesticides pour les retraités, enfin les faire retraiter. Et donc, Botanique a fait mener une étude qui démontre que 81% des Français ayant encore des produits à base de pesticides de synthèse sont prêts à s'en débarrasser. Donc c'est une étude large. Et une majorité très écrasante des Français, 85%, approuvent les dispositions de la loi Labbé et 83% des Français réclament des informations pour jardiner au naturel. Là aussi, c'est sur l'aspect jardin. Ce qu'on m'avait dit aussi, attention dans les jardins domestiques, parce qu'il y a des gens, il y a des familles pauvres pour qui le jardin est nourricier. Si on leur coupe les pesticides, ils n'auront plus de quoi produire leurs légumes et donc c'est extrêmement grave. Donc évidemment, on s'y est intéressé avec les associations de jardins alternatifs, mais comme je l'ai dit aussi avec les maraîchers bio, pour que évidemment on n'est pas là pour empêcher. Et en fait, eh bien là encore, dans les jardins domestiques, et ça fait que depuis un an, mais beaucoup ont commencé avant puisqu'ils savaient que la loi allait arriver, eh bien on démontre que le jardin, il est tout différent d'avant maintenant. La biodiversité y revient, les pollinisateurs reviennent. Autant de sujets qui vont dans le bon sens. Parmi les solutions, mais je pense que les professionnels nous en parleront bien mieux que moi tout à l'heure, on revient aux plantes adaptées au terroir, aux plantes locales plutôt que plantes exotiques. Et au passage, avec la multiplicité des plantes exotiques, elles sont venues aussi avec des insectes qui peuvent être ravageurs pour les plantes, un déséquilibre qui est fait. Donc le fait de réutiliser des essences locales, adaptées et résistantes, font que l'équilibre est beaucoup mieux assuré. Donc favoriser les équilibres naturels. Et là, comme en agriculture, parce qu'on ne va pas parler du sujet agricole, mais
remettre en place l'ensemble de la biodiversité, parce que ce qui est ravageant, c'est les ravageurs sur les cultures. Mais s'il y a des espaces de biodiversité que sont les haies, et bien dans les haies, il y a aussi les prédateurs des ravageurs, et tout cet équilibre environnemental qui se fait. Et bien dans la ville et dans le jardin, c'est la même chose. Comment on peut faire en sorte que tout cet équilibre-là, on le retrouve. Et par rapport à mon enfance et aux travaux que j'ai pu mener, les études que j'ai pu suivre et d'autres études que j'ai pu m'approprier, eh bien, revenir avec cette forme de réconciliation avec le monde vivant végétal et le monde vivant animal également, fait en sorte que c'est l'humain qui va retrouver toute sa place et toute sa noblesse, parce que l'humain n'a pas fait que du bien ces dernières décennies. Et en fait, l'histoire de pourquoi on parle de dérèglement climatique, de chute de la biodiversité, c'est un peu plus de 50 années, seulement un demi-siècle, où là, tout s'est accéléré et d'une façon inconsidérée. Et si à l'époque, des gens comme René Dumont, on l'avait écouté, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on n'en serait pas là. Alors, je fais partie de ceux qui restent optimistes, et plus que jamais. D'ailleurs, face à vous, quand on a 20 ans, si le discours est de dire on est foutu, c'est juste inacceptable lorsqu'on a 20 ans. Par contre, se dire lucidement la situation est extrêmement préoccupante, mais si on s'y prend tous collectivement et partout, et les choses sont en train de se passer partout dans le monde, on va y arriver, et donc oui, on va y arriver. Deuxième, est-ce que, je sais, j'ai pas vu l'horaire, est-ce qu'il me reste... Je dois parler un petit peu des plantes médicinales, plutôt que municipales, celle-là. Quelques mots des plantes médicinales. Donc, mon premier mandat, alors j'ai pas fait que les histoires de pesticides, j'ai eu plein d'autres choses à faire, mais il y a eu cette loi qui m'a mis en lumière, alors que c'était pas la lumière que je cherchais spécialement, mais quoique lorsqu'on réussit à incarner quelque chose et que les gens disent c'est celui-là qui l'a fait, qui l'a porté comme ça, moi je le dis avec plein de modestie et d'humilité, mais j'ai travaillé aussi collectif, c'est pas que mon affaire à moi. D'abord, il y a mon équipe, il y a Fanny qui est là, qui est ma collaboratrice sur Paris. J'ai 3 collaboratrices et quand on est parlementaire, avoir une équipe et une équipe de gens performants et experts, eh bien c'est comme ça qu'on peut bien avancer. Et donc il y a eu cette loi. Au milieu du premier mandat, je suis interpellé par Thierry Thévenin, porte-parole des paysans herboristes. Donc il avait vu que j'existais, il demande à me rencontrer et il m'explique le métier d'herboriste. Il y a des écoles de formation en France. Par contre, le métier n'est pas reconnu depuis 1941. C'est le monopole des pharmaciens. Quand je vous vois fonctionner, ça serait bien qu'au début, vous voyez, maintenant on se tutoie. Ce serait bien que tu t'intéresses à ce sujet parce qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il y a des perspectives de développement, mais le métier, il faut aussi le reconnaître. Donc je m'y intéresse et je trouve ce sujet extrêmement intéressant, mais je lui dis on approchait de la fin du mandat. Au vu des pesticides, moi ce que je proposerais c'est qu'on ait une mission d'information, un travail collectif là-dessus, avant de parler de proposition de loi. Le mandat approchait de sa fin, c'était mon premier mandat. Au début je me disais je vais faire un mandat, je vais faire ce que je peux, mais finalement j'ai chopé le virus et je m'étais dit mais on peut faire quelque chose, et ce qui fait que comme j'avais gardé et les convictions, plus fortes encore, et l'énergie, ça c'est une chance, et la santé. J'ai pris le risque d'être candidat en 2017 et j'ai été réélu en 2017. Et la première des choses que j'ai demandé, c'est une mission d'information sur les plantes médicinales et les métiers d'herboriste. Donc c'est un des travaux essentiels de ce mandat. La mission, il y a eu le rapport et le rapport a été voté à l'unanimité. Comment réintroduire le vivant végétal dans le soin, dans le bien-être et dans le soin. On ne va pas rentrer dans les détails. Et aussi, comment faire en sorte que ces gens qui sont paysans herboristes, qui connaissent bien leur travail, qui connaissent bien leurs plantes, puissent donner le minimum de conseils, au moins sur les usages traditionnels des plantes qu'ils vendent. Et puis, alors ça c'est un métier, paysan herboriste, mais aussi les herboristes de comptoir, qui eux ont une autre formation botanique, enfin les paysans herboristes aussi, mais une autre forme de formation, mais eux ils ne sont pas producteurs ni cueilleurs, ils sont vendeurs de plantes de qualité, mais ils n'ont pas non plus le droit de donner le conseil. Donc en face, pour le moment, la proposition de loi n'est pas
pas encore déposé. Pour le moment, on n'a pas de majorité. Alors on continue de travailler pluripolitiquement pour avancer là-dedans et comment on peut faire en sorte que le vivant végétal soit reconnu, d'une part, et puis que le métier d'herboriste soit reconnu. Donc ça, on se donne le temps. Mais comme vous l'aurez compris, lorsqu'on tient un sujet, qui est derrière ce sujet, c'est le bien commun, c'est la biodiversité, c'est la santé, eh bien on ne le lâche pas et je suis convaincu qu'on va y arriver. Sur le côté politique, parce que souvent, les groupes politiques imposent à leurs membres de voter sur des sujets très forts, c'est les mots d'ordre de vote. Et d'abord, moi j'étais à Europe Écologie Les Verts. Les appareils, c'est pas trop mon truc, alors j'ai quitté Europe Écologie Les Verts, mais je suis resté écologiste et très proche d'Europe Écologie Les Verts. Mais je suis complètement libéré politiquement. Je dis ce que j'ai à dire, ce que je ressens. Je prends mes positions toujours en essayant d'être en cohérence avec ce que je défends, parce qu'il y a de la cohérence entre la lutte contre les pesticides et la défense de l'herboristerie et des plantes médicinales, évidemment. J'essaie et puis aussi donc la transition agricole. On va pas rentrer là-dedans, mais je suis très impliqué sur les questions de transition agricole et aussi de relocalisation de l'alimentation. Je pense que sur le coin ici, il doit y avoir aussi des projets alimentaires territoriaux. Le projet alimentaire territorial, c'est juste génial. Comment faire en sorte que sur un territoire où il y a une population, où il y a des terres agricoles riches, comment faire en sorte que l'on puisse, à l'horizon 2030-2035, faire en sorte que la majeure partie de l'alimentation consommée sur le territoire soit produite sur le territoire. Là encore, on dit c'est de l'utopie, c'est du passé, maintenant l'alimentation est mondialisée. On voit ce que donne la mondialisation de l'alimentation. C'est une catastrophe, c'est aussi une catastrophe pour les pays du Sud. Et donc il est nécessaire, et là, dans l'intérêt avant tout des agriculteurs éleveurs, le retour à cette relocalisation de l'alimentation, ça donne du sens. Et puis j'aime bien les mots de réconciliation. Et pour le coup, ça réconciliation les citoyens avec les agriculteurs paysans. Je crois vous avoir tout dit ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je pourrais répondre à des questions tout à l'heure après la table ronde. En tout cas, merci encore de votre invitation. Un mot, j'aime bien la poésie, j'aime bien les citations. Il y a l'abbé Pierre, tout le monde a entendu parler de l'abbé Pierre. Alors, moi, c'est Joël Labbé, il n'y a pas de filiation. Non, il était vraiment curé, lui. Mais il a dit ceci, parce qu'il a été politique, il a été député, l'abbé Pierre, et il s'était approprié une définition de la politique qui est celle-ci. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et j'aime bien me la faire mienne, et donc voilà, je vous ai tout dit cette fois. Merci Monsieur Labbé. Je vais appeler à la table ronde Arnaud Delacroix, Eddy Pinault, Vincent Mahé pour rejoindre Joël Labbé et puis Yves pour l'animer.